Je vais enchaîner sur un autre sujet. Une question que j'ai pu poser à d'autres interlocuteurs, c'était la publication d'un rapport de l'Arcom en 2024 sur la représentation de la diversité de la société française dans les médias. J'ai été d'ailleurs assez surpris que l'Arcom classe dans ce rapport des personnes selon leur couleur de peau, puisque l'Arcom estime ainsi à 15% la part de personnes non blanches dans les médias. Dans ce rapport, on trouve aussi d'autres statistiques assez étonnantes qui témoignent de certaines formes d'inventivité de votre autorité. On apprend que, je cite le rapport de l'Arcom, dans les programmes d'animation, les personnes non blanches représentent un tiers des personnes perçues comme positives, ou encore que, je cite, 35% des personnes représentées dans une activité marginale ou illégale étaient perçues comme non blanches. Je note également que ce rapport ne décompte pas simplement les personnes selon leur couleur de peau, mais aussi les personnes perçues comme transgenres ou non-binaires. Ce sont les citations exactes. Comment est-ce que vous expliquez que, en France, l'autorité de régulation des médias puisse catégoriser des personnes, des invités, des intervenants en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur identité ou orientation sexuelle? Est-ce que c'est parfaitement conforme au cadre légal? Monsieur le rapporteur, je trouve que ce sont des questions qui sont importantes, qui peuvent nous donner lieu à débat et incompréhension dans la société. Je pense qu'elles mériteraient mieux que d'être posées à l'improviste d'une audition et envoyées éventuellement dans le cas d'un questionnaire, laissant quelque temps à une réponse structurée et complète et documentée de vous être fournie, parce que c'est pas le cadre le plus propice. Et je sais qu'il reste peu de temps à votre commission. Je serais très heureux de pouvoir éclairer vos réflexions à ce sujet. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que la loi, parmi les missions qu'elle a confiées à l'Arcom depuis 2006, prévoit que l'Arcom rend compte de la façon dont les programmes de télévision reflètent la diversité de la société française. Et que de ce point de vue-là, depuis une vingtaine d'années, l'Arcom a pris l'initiative, au gré de différentes progressions méthodologiques, je laisserai éventuellement Alban de Nervaux, Pauline Combressel-Blacel préciser, mais d'essayer de mesurer, d'évaluer la façon dont la diversité de la société se retrouve à l'antenne, là aussi, pour que l'ensemble des Français puissent, d'une façon ou d'une autre, s'y retrouver. Et un des moyens qui a été trouvé en l'absence de la possibilité de suivre des statistiques dites ethniques, c'est de demander à des personnes qui regardent les programmes quelle est la proportion à l'antenne de personnes identifiées comme étant non blanches. C'est une des méthodes qui a été trouvée, qui a permis de mesurer la réalité et les insuffisances par rapport à ce qu'est par rapport à ce qu'est la composition de la société française, les éventuelles insuffisances par rapport aux objectifs que la loi fixé à l'audiovisuel. Et c'est ça dont il était question. Et c'est cette mesure-là, avec les imperfections, en tout cas les périphrases, les moyens détournés que l'impossibilité de conduire des statistiques ethniques imposait, qui a conduit l'Arcom à mesurer régulièrement la façon dont différentes compositions de la société française étaient présentes à l'antenne, et c'est quelque chose qui est fait en toute transparence depuis d'assez nombreuses années. Je voudrais, Monsieur le Président, revenir sur un point récent. J'ai d'ailleurs pu interroger les anciens directeurs de l'information sur ce sujet. C'est une séquence qui a choqué beaucoup de monde, puisque c'était le 15 mars dernier, en pleine soirée électorale, lors du premier tour, sur une chaîne de l'audiovisuel public. C'était sur France Info TV, probablement l'une des soirées de l'année qui a rassemblé le plus d'auditeurs possible, où on a une journaliste du service public, Nathalie Saint-Cric, qui a surnommé Éric Ciotti, micro ouvert. Alors elle pensait probablement que son micro était fermé, mais en tout cas on l'a entendu. Elle a surnommé Éric Ciotti Benito, en référence au dictateur fasciste italien. Vous en conviendrez, ça a pu susciter l'indignation. Ça aurait pu d'ailleurs appeler Éric Ciotti à porter plainte pour diffamation. Elle a ensuite présenté ses excuses, qualifiant ses propos de déplacés, tout en évoquant dans la presse, je cite, une connerie, fin de la citation, en affirmant qu'il s'agissait d'un surnom utilisé à l'Assemblée nationale, ce qui, je pense, on peut tous vous l'assurer, absolument faux. Et je suis pas sûr que ce soit le bon axe de défense quand on commet une telle rupture avec ce principe de neutralité si important et auquel vous êtes attaché. Est-ce que vous êtes intervenu, est-ce que vous avez émis une mise en garde contre France Info TV suite à cet incident qui a donné lieu juste après des explications? Est-ce que vous avez été saisi par des députés du groupe UDR, d'autres groupes politiques? Nous avons été saisis. Donc nous avons été saisis et le dossier est à l'instruction, donc je ne peux pas faire de commentaires. Pardon, excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai pas bien compris. Est-ce que vous avez envoyé une mise en garde à France Télévisions sur ce sujet-là, ou est-ce que vous n'en avez pas envoyé?
nous sommes saisis, donc il faut que le dossier soit instruit pour savoir quelles suites vont lui être données d'une façon ou d'une autre. Et la décision n'est dans ces cas-là jamais immédiate, puisqu'il faut que le dossier soit instruit par les services de l'ARCOM, comme je l'évoquais tout à l'heure, puis présenté au collège pour la suite à donner. Donc je ne peux pas me prononcer aujourd'hui dès lors que l'instruction par les services n'a pas encore eu lieu, vu le caractère très récent de la séquence à laquelle vous faites référence. Ça n'a pas échappé. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre réponse. Je vais vous poser une autre question, toujours sur ce principe de rupture de la neutralité. Le 18 septembre 2024, vous le savez, je vous ai déjà posé cette question lorsque vous êtes venu nous voir. Le militant d'ultra-gauche Fouad Beraou appelait publiquement sur ses réseaux sociaux à une mobilisation antifasciste dans l'archipel des Glénans pour, je le cite, s'opposer à l'Empire Bolloré, fin de la citation. Un an seulement après, le 25 août 2025, ce militant d'ultra-gauche a été nommé au collège de l'ARCOM Paris. Alors, lors de votre première audition, Monsieur le Président, vous avez affirmé ne pas être au courant des déclarations publiques de Monsieur Fouad Beraou et que pour cette raison, vous alliez préciser votre décision ultérieurement. Nous sommes le 7 avril 2026, soit plus de 4 mois après vos propos et votre première audition. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la décision concrète que vous avez prise avec l'ARCOM concernant le cas de Monsieur Beraou ? Alors sur M. Beraou, je précise que cette personne n'a aucune compétence, n'intervient pas sur l'audiovisuel public, qui est l'objet de cette commission d'enquête. M. Beraou est membre d'un comité technique régional, celui de Paris. Vous avez dans une audition évoqué le fait qu'il était membre du collège de l'ARCOM. Il n'est pas du tout membre du collège de l'ARCOM. Il est donc membre d'un comité technique régional, qui est un comité qui, au niveau régional, a des compétences, pour une part délibératives, pour une part consultatives. En l'occurrence, les compétences délibératives ne portent que sur les renouvellements de fréquences radio ou télé locales du ressort concerné. C'est une fonction qui n'est pas une fonction à plein temps, c'est une fonction qui en l'occurrence donne lieu à une rémunération, je le dis pour mémoire, de 370 € par mois. Nous avons effectivement regardé le point que vous nous aviez signalé. Il y a effectivement un message qui a été posté sur les réseaux sociaux par M. Beraou avant sa nomination, de manière antérieure à sa nomination. Donc ce qui en principe ne se heurtait pas à la charte de déontologie des agents de l'ARCOM auxquels les membres des comités techniques régionaux sont également confrontés. On a néanmoins identifié sur des réseaux sociaux mais ouverts largement au public d'autres publications qui nous ont conduits à saisir notre déontologue et à demander à M. Beraou de supprimer ou de ne rendre plus ces messages accessibles à l'extérieur et par ailleurs de veiller à faire preuve de la plus grande réserve à l'avenir sur et au respect de ses obligations de discrétion, telles que la charte de déontologie de l'ARCOM le prévoit. Et ce, conformément à ce que nous a suggéré la déontologue de l'ARCOM. Merci, Monsieur le Président. On l'a dit, donc vous étiez entre 2010 et 2014 directeur chez France Télévisions. Permettez-moi non pas d'interroger alors le président de l'ARCOM, mais l'ancien directeur de France Télévisions à l'époque, puisque j'ai trouvé un billet publié par un syndicat de France Télévisions qui était en date du 29 mars 2010. Si je me permets de vous parler de ce texte, qui remonte à quelques années, je vous l'accorde, c'est que les faits qui sont relatés sont particulièrement graves. Ils résonnent particulièrement avec les auditions que nous avons menées et qui démontrent une gestion chez France Télévisions des ressources humaines qui sont un peu plus hasardeuses. Dans ce billet, il est écrit, je cite, « Enceinte de 6 mois, modèle parfait d'intégration, employée d'une filiale de France TV. Elle est virée du jour au lendemain de l'émission de Tadei. » Fin de la citation. On ne parle pas donc d'un licenciement anodin, mais visiblement d'une employée brillante, reconnue par ses pairs. Elle fait d'ailleurs la une du Parisien le 29 mai 2006, au milieu de 100 parcours d'intégration réussis. Et pourtant, cette future jeune maman, que j'appellerais Madame J pour préserver son anonymat, s'est faite licencier à 3 mois de son accouchement. Elle avait cumulé 450 émissions dans cette entreprise au jour de son licenciement. Comment est-ce que vous jugez ces pratiques de recours à des emplois précaires chez France Télévisions? Il y a certains syndicats qui ont pu les dénoncer, et ça ne concerne pas que France Télévisions, mais plus largement le secteur des médias. Est-ce que c'était une pratique courante d'avoir recours à des contrats précaires, des CDDU, plutôt que des CDI? Je ne connais absolument pas l'affaire dont vous faites état
Je ne vois pas comment je pourrais d'ailleurs en avoir un souvenir ou une mémoire aussi précise. Ensuite, la question des contrats précaires dans l'audiovisuel en général, dans l'audiovisuel public en particulier, est une question effectivement qui a très longtemps et encore tout récemment été l'objet de débats sociaux assez intenses et légitimes. Effectivement, l'audiovisuel et l'audiovisuel public a longtemps recouru à des emplois en CDD ou CDDU, y compris parfois dans des conditions de permanence pour pouvoir, comme on dit, à des emplois plutôt permanents. Donc il y a eu beaucoup de jurisprudence et que ce sont des choses qui ont été progressivement, je crois, régularisées, améliorées, mais sans doute pas forcément complètement à ce jour. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je vous remercie pour votre réponse. Si je vous pose cette question, c'est parce que je voudrais aussi vous faire réagir aux propos qui ont été tenus dans le cadre de cette commission d'enquête il y a quelques jours par Jacques Cardoz, ancien présentateur de France Télévisions. Il a eu des propos très forts puisqu'il a accusé sous serment devant nous que France Télévisions achetait le silence de victimes ou témoins de déviance sexuelle au moyen de protocoles d'accord particulièrement onéreux. Est-ce que vous-même, à l'époque, vous avez eu connaissance de pratiques similaires, de protocoles d'accord onéreux et importants pour acheter le silence de témoins ou de victimes de faits de déviance sexuelle, comme le relate Jacques Cardoz? Absolument pas. Merci, Monsieur le Président, pour votre réponse. Si je vous pose la question, c'est parce que j'en reviens à la situation de cet employé que je vous indiquais, que j'appellerai Madame J, qui a été licenciée donc, du jour au lendemain à 6 mois de grossesse. J'ai pu prendre connaissance dernièrement de la situation de cette personne. Bon, son sérieux et son professionnalisme, je vous l'ai dit, visiblement étaient très largement et publiquement reconnus. J'ai pu d'ailleurs consulter des témoignages transmis par ses anciens collègues, comme par exemple par une membre du CHSCT de l'époque qui en atteste. Cette personne avait pour métier de gérer le public sur le plateau. Elle a été licenciée en 2010 de France TV Studio, qui s'appelait à l'époque MFP. Elle a été licenciée pour avoir visiblement dénoncé des faits d'agression sexuelle très graves commis lors d'une émission C'est ce soir ou jamais, le 8 décembre 2009, par des cadreurs de l'émission. Les témoignages de victimes que j'ai pu consulter sont aussi scabreux que multiples et accablants. Et lorsque cette personne qui gère le public rapporte les faits à la direction de France Télévisions, on lui intime de ne rien dire. Pire, elle est même licenciée sur le champ. Elle est alors enceinte de 6 mois par sa responsable, qui a depuis été promue directrice d'un pôle de France TV Studio. Le défenseur des droits, à l'époque la HALD, reconnaîtra la discrimination, si bien que France TV Studio signera un protocole d'accord pour l'indemniser en échange de son silence. Monsieur le Président, Monsieur Hajdari, vous étiez à l'époque directeur de France Télévisions, plus précisément secrétaire général et directeur général délégué aux ressources humaines, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez eu connaissance de la situation de cette personne qui a été licenciée sans préavis, simplement pour avoir dénoncé ces faits d'agression sexuelle sur le plateau de Frédéric Tadei? Je m'occupais, entre autres choses, dans une partie de mon mandat, mais je ne sais pas à quelle date exactement font référence ce que vous dites, et je ne peux pas avoir convoqué des souvenirs aussi précis. Je me souviens maintenant, effectivement, que dans le périmètre de Multimédia France Production, qui devait être la filiale MFP de production de France Télévisions, qui produisait l'émission Ce soir ou jamais, il y a eu effectivement une contestation, un conflit du travail. Je me souviens qu'il y a eu un conflit du travail. Je crois me souvenir effectivement qu'il y a eu une intervention du défenseur des droits. Je n'ai pas de souvenir plus précis parce que dans le périmètre qui était le mien à l'époque, directeur général délégué aux ressources de France Télévisions dans son ensemble, ainsi que secrétaire général, je n'avais pas forcément une intervention aussi personnelle sur chacun des cas, mais voilà. Donc il est possible qu'à l'époque ces éléments-là aient été portés à ma connaissance. Je n'en ai pas forcément un souvenir plus précis. Si vous voulez me fournir ensuite des éléments, je rappelle que je pense qu'on doit parler, vous m'avez dit de 2010, c'est ça? 2009 ou 2010, je crois. Voire peut-être que les faits étaient antérieurs à mon arrivée à France Télévisions, que le protocole, lui, par contre, a été signé quand j'y étais, je ne sais pas. Franchement, c'est beaucoup trop ancien pour que je m'en souvienne avec précision, mais si vous voulez me faire parvenir des éléments pour que j'y réagisse en convoquant mes souvenirs, si j'en ai, je le ferai volontiers. Oui, mais merci, Monsieur le Président. En fait, ces questions font vraiment écho aux déclarations de Monsieur Cardoz il y a quelques jours, et à des déclarations d'anciens salariés employés de France Télévisions. Et dans le cadre de ce protocole d'accord, j'ai pu voir à l'article 5, confidentialité, je le cite, « Le présent accord sera traité de manière confidentielle par les parties qui s'engagent à ne le révéler à aucun tiers, sauf demande faite par un organisme social ou une administration habilitée à cet effet, et sous condition, en ce cas, d'en prévenir l'autre partie dans un délai de 15 jours. De même, Madame J s'engage à garder strictement confidentielle toute information concernant la société dont elle aurait pu avoir connaissance dans le cadre ou à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions
au sein de la société France TV Studio. Les parties s'interdisent enfin tout dénigrement réciproque. Madame J s'engage, à cet égard, à ne pas critiquer ou dénigrer publiquement son ancien employeur au regard des faits qui font l'objet des présentes. Quand on évoque la gravité des faits d'agression sexuelle, quand on entend M. Cardos qui explique qu'il y a eu un certain nombre d'indemnités de départ et de licenciements qui ont été signées pour couvrir des faits d'agression sexuelle, mais peut-être que vous vous en souvenez pas, et auquel cas je vous croirai et je vous enverrai ces documents, mais est-ce que vous avez été témoin de ce type d'accord signé pour acheter le silence ? La clause dont vous avez donné lecture est une clause parfaitement classique dans les transactions de fin de conflit du travail, de conflit individuel, c'est parfaitement classique. Et ça, il y en a des centaines, des milliers tous les ans de clauses de confidentialité. Donc ça ne donne aucune indication sur la nature des désaccords et des conflits sous-jacents. Ça, c'est parfaitement clair. Ensuite, moi, je n'ai pas de souvenir de conflits liés à du harcèlement sexuel qui se soit déroulé et dénoué par un accord comportant une telle clause. Encore une fois, si vous me transmettez des éléments plus précis, j'y répondrai. Et par ailleurs, l'émission en question, Ce soir ou jamais, était produite. La production avait été récupérée effectivement par MFP, filiale de France Télévisions. La nature des conflits de travail qui ont pu se dérouler dans le cadre de la production de l'émission Ce soir ou jamais n'ont pas, au moment où ils se sont déroulés, été portés à ma connaissance parce que c'était très très loin de ma responsabilité, à supposer que j'ai été présent en fonction au moment où les faits auxquels vous faites référence, s'ils ont existé, se sont déroulés. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.